Espace TV, le 22h. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs, merci de nous préférer sur Espace TV, les 22h, et c'est l'heure de notre grande édition d'information. 34 postes ministériels, dont 4 occupés par les femmes et 17 ministres qui gardent leur poste. Voilà ce à quoi ressemble le nouveau gouvernement tant entendu. Quel est le profil des nouveaux ministres et ce gouvernement sera-t-il à la hauteur des défis qui l'attendent? Élément de réponse dans cette édition d'information. L'opposition guinéenne, elle, ne se fait pas d'illusions. Ce gouvernement ne reflète pas les attentes du peuple, soutiennent certains opposants. Et puis le jeune malien sans papier Mamadou Gassama, naturalisé par l'État français après avoir sauvé un enfant suspendu dans le vide. L'architecture et la nomenclature du gouvernement Kassori enfin connue, 34 postes ministériels, 4 femmes et un poste non encore pourvu, celui de l'élevage. Mais que sait-on des femmes et des hommes qui composent cette nouvelle équipe? Que comptent-ils apporter à la tête de leurs départements respectifs? L'une de nos équipes de reportage est allée à leur rencontre. Le reportage est signé Mamadou Boy Diallo, Koroya Bokourma. Dans l'équipe gouvernementale dirigée par le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, 9 nouvelles têtes font leur entrée. Mamadi Camara, économiste et ambassadeur de la Guinée en poste en Afrique du Sud, hérite du ministère de l'économie et des finances. Méconnu du grand public, il devra poursuivre les réformes engagées dans ce secteur. Ismaël Diobaté, jusqu'ici directeur de change à la Banque centrale, est promu ministre du budget. Quant à Maurice Sangaré, professeur en service à l'éducation nationale et ancien DPE de Mamou, il s'occupera du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, ce à quelques semaines des examens nationaux. Lansana Komara, membre du bureau politique du parti au pouvoir, aura en charge les destinées du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, du travail et de l'emploi. Il devra faire face aux grognes sociales et syndicales. L'environnement des eaux et forêts revient à Roger Patrick Milimono, économiste et jusqu'ici conseiller à la Banque centrale. Le jeune Amara Somparé, en service au grand projet et membre du RPG, hérite du ministère de la Communication. 2 opposants font également leur entrée au gouvernement. Aboubakar Silla, ancien porte-parole de l'opposition, est bombardé ministre d'État, ministre des Transports. Mokhtar Diallo, président des NFD et député sur la liste de l'UFDG, est le nouveau patron du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. 2 nouveaux ministères sont créés. Et il s'agit du ministère en charge des investissements et de partenariats public-privé. À sa tête, Gabriel Curtus, ex-désormais directeur général de la PIP, agence pour la promotion des investissements privés. Nous assurer que le cadre des investissements est le plus propice, nous assurer que les investissements se réalisent. Ensuite, le ministère en charge des hydrocarbures qui sera dirigé par Zakaria Koulibaly, qui était jusqu'ici directeur général de l'Office national des pétroles. Pas de raison que le pétrole soit découvert au Sénégal, qu'il soit découvert en Mauritanie et qu'il ne soit pas découvert en Guinée. La seule chose qu'il faille faire, c'est d'intensifier la recherche par le biais des partenaires fiables, par le biais des contrats bien négociés et optimisés dans l'intérêt de la Guinée. Et puis dans ce nouveau gouvernement, le département de l'économie et des finances connaît une nouvelle tête. Son nom, c'est Mamadi Camara. Qui est-il? Son profil répond-il au poste qu'il occupe? Des éléments de réponse dans ce portrait signé Djibril Ba. Mamadi Camara est celui qui a mérité la confiance du président Condé pour conduire le ministère de l'économie et des finances. En remplacement de Maladou Kaba, le nouveau patron de l'économie semble méconnu du grand public. Mais cet homme a une formation universitaire et post-universitaire bien remplie. Jusque-là, ambassadeur de la Guinée en Afrique du Sud, Mamadi Camara a fait office de consultant à la Banque africaine de développement en 2013. Chargé des opérations à l'unité de privatisation au ministère de l'économie et des finances en 2006, l'homme a fait valoir ses connaissances dans des institutions telles que l'ONU-SIDA, au PNUD, à la cellule d'études de politique économique au Zimbabwe. Le macroéconomiste a aussi été chef de cabinet, analyste, directeur du département de l'émission et du crédit à la Banque centrale de la République de Guinée.
Le diplomate économiste également écrivain, il est l'auteur de 5 ouvrages, la plupart publiés chez les éditions Harmattan. Mamadi Camara devra désormais diriger le département des finances, très stratégique et non des moindres. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, lui, reste à son poste. Bourema Condé remercie le chef de l'État qui lui a renouvelé sa confiance. Nos équipes de reportage se sont rendues à son domicile au lendemain de sa nomination. Mohamed Valectoré, Ablaye Camara. Le général Bourema Condé est ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation depuis 2014. Dans un décret rendu public le samedi sur la télévision guinéenne, il a bénéficié à nouveau de la confiance du chef de l'État qu'il a confirmé à son poste dans le gouvernement Kassori. Bourema Condé s'en réjouit. Ceci, je crois, est donc synonyme de contrainte. N'est-ce pas, à titre de résultat. Cela veut dire que ce que vous étiez en train de faire devrait être amélioré substantiellement, devrait être qualifié davantage. Et je crois que cette mission que Monsieur le Président de la République me donne à présent est pour moi un sacerdoce. Cette nouvelle aventure qui commence pour l'ancien gouverneur de Zérékouré sera une occasion pour ce général de l'armée guinéenne de poursuivre ses multiples chantiers amorcés, notamment la conduite du dialogue politique. Quand on sait ce que pèse l'administration du territoire et de la décentralisation dans la vie d'une nation, il s'agit de l'ensemble des populations de notre pays. Et donc nous avons la mission, sur les plans aussi bien sociaux que politiques, de conduire la politique du gouvernement. C'est ce que Monsieur le Président de la République attend de nous. La reconduction du général Bourema Condé est un recyclage que bon nombre de militants du RPG saluent. Il dit dorénavant s'inscrire de toutes ses forces morales dans la vision d'Alpha Condé pour réussir sa mission en accompagnant le chef de l'État guinéen. Et puis son conseiller politique et ancien gouverneur de Farana jette un pavé dans la mare. Philan Traoré a tenu des propos qui font déjà des vagues. Je vous propose plutôt de l'écouter. Quand El Hadj Ousmane Gawal, député honorable à l'Assemblée nationale, mettra fin à la section caillou de son parti, je vais me prononcer pour un problème de son mandat. Mais les 2 ans de caillou qu'il a fait, on a fait 2 ans, Ousmane Gawal et sa section n'ont fait que jeter des cailloux. Chacun est témoin. On a eu 2 ans d'Ebola. Quand le professeur va finir ces 4 ans-là, on parlera de référendum. Mais pour le moment, je ne parle pas de référendum, je ne parle pas de 3e mandat. Je parle d'abord, on est élu pour 10 ans. On l'a empêché 4 ans. On lui donne les 4 ans là d'abord, après on va voir le reste. Puisque moi, je ne suis pas Dieu. C'est ça mon point de vue. Mais il faudrait que l'opposition accepte d'arrêter définitivement de jeter les cailloux. Parce que plus ils jettent, plus on va augmenter le séjour du professeur à Sectorian. Je les mets au défi, hein. Ils ne connaissent pas la Guinée. Tant qu'ils jettent les cailloux, Alpha va dormir à Sectorian. Parce qu'on la donne 10 ans, il faut qu'on donne 10 ans de travailler. Il faut qu'il travaille pour les 10 ans. Donc les 2 ans de Ebola, c'est son bonus. Les 2 ans de section caillou de Ousmane Gawal, c'est son bonus. Je les préviens, hein, plus il jette, plus le professeur va dormir là-bas. L'opposition guinéenne ne s'est pas faite prier pour se prononcer sur ce nouveau gouvernement. Elle pense d'emblée que cette équipe conduite par Dr Kassori Fofana ne reflète pas les attentes du peuple. Référence faite aux propos du chef de l'État qui avait promis un gouvernement proche et à l'écoute du peuple. Malik Sangana Camara, Abdoulaye Camara. Bien avant la nomination des membres du nouveau gouvernement, le chef de file de l'opposition s'était déjà fait une image. Il n'y aura pas d'autre politique que celle qu'Alpha Condé a menée jusqu'à présent, qui c'est une politique qui a été marquée par la corruption, la fraude électorale, la stigmatisation, la division, la violation récurrente des droits humains. Les Guinéens étaient impatients d'avoir un gouvernement qui prendra en compte leurs préoccupations comme promis par le président de la République, ce qui n'est pas le cas des politiques. Quand on veut un gouvernement du peuple, on devait faire une ouverture, permettre à chaque mouvance de choisir ses représentants. Je crois que c'est décevant pour notre République, c'est décevant pour notre pays, parce que les résultats auxquels nous devons nous attendre seront symptomatiques de la démarche qui a conduit à la mise en place de cette équipe.
La compétence du Premier ministre n'est pas mise en cause par ces politiques. Cependant, ils émettent des interrogations. Notre crainte aujourd'hui est de savoir est-ce que réellement le Premier ministre aura toute la main libre pour pouvoir impulser l'action de ce gouvernement. Est-ce qu'on ne va pas assister ici à un arbitrage entre la compétence du ministre chargé des affaires présidentielles et le Premier ministre? Cet acte ne ressemble pas vraiment à l'image qu'on connaît de Kassori. C'est vrai que les fonctions du Premier ministre feront qu'il va assumer l'acte, mais je pense que c'est un avertissement qui lui a été lancé. Il doit y prendre garde. L'opposition républicaine, de plus en plus isolée, Aboubakar Silla et Mouktar Diallo se retrouvent désormais dans le gouvernement. Un signal que François Bruno voit sous un autre angle. Et il prévient. Si toutefois ce gouvernement il a été dédié dans une mission de plébisciter un projet du 3e mandat, nous disons déjà que c'est une mission qui a échoué d'avance. Les syndicalistes de l'enseignement ont suivi d'assez près la nomination du nouveau gouvernement. Ils en prennent acte et invitent les nouveaux promus à être coopératifs et ouverts afin d'éviter des crises à répétition dans le secteur de l'éducation. Pour la société civile, ce nouveau gouvernement est un rendez-vous manqué. Mamadou Kalisso, Mamadou Aliouba. Les syndicalistes de l'éducation prennent acte du remaniement ministériel. Parmi les ministres sortants, 2 les ont particulièrement marqués. Ibrahim Khalil Konaté et Albert Damantan Kamara. Pour ces syndicalistes, Kao Kare a été un ministre malheureux et malchanceux. Quant à l'ancien porte-parole du gouvernement, il avait une haine viscérale pour les enseignants selon ces syndicalistes. Ceci dit, ce cadre du SLEG invite les ministres entrants à la coopération. Je leur demanderai d'être coopératifs avec le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée dirigé par Abakar Souma. C'est extrêmement important. Rien ne vaut l'entente, rien ne vaut la compréhension, rien ne vaut la tolérance. La guerre ne profite à personne. Donc en approchant le syndicat, en travaillant en synergie avec le syndicat, l'éducation se porterait mieux et ça nous évite d'être toujours dans des crises récurrentes. À la société civile, la déception est immense. On ne peut pas faire du neuf avec les anciens, explique cet activiste. Pour cet autre acteur de la société civile, le gouvernement de Kassori était rendez-vous manqué. 2 éléments principaux qui pouvaient rassurer le peuple. Un, d'abord, la question de la déclaration des biens. Et deuxièmement, il pouvait rassurer davantage en montrant qu'il est venu pour réduire le train de vie du gouvernement, le train de vie de l'État, en nous proposant un nombre de ministres très réduit, conformément aux recettes du pays. Un gouvernement budgétivore, une faible représentativité des femmes. Néanmoins, Kassori Fofana et son équipe peuvent se rattraper en se mettant au travail et éviter la politique politicienne, affirme Abdoul Sako. Nous voulons que l'audace de Kassori s'exprime cette fois-ci dans le cadre de la rigueur de la loi, dans le cadre de la gestion saine des ressources, dans le cadre, s'il faut, du travail réel, non pas seulement dans la propagande et la communication politique. Autre défi qui attend de ce nouveau gouvernement selon la société civile, c'est l'emploi jeune, la pénurie d'eau, le délestage d'électricité, surtout les dialogues sociaux en vue de maintenir un climat apaisé. Sur un tout autre plan, l'Afrique a célébré la fête de l'Union africaine le 25 mai dernier. En Guinée, l'association des victimes du Cambora a rendu hommage au premier secrétaire général de cette organisation en procédant à l'assainissement du cimetière de Nongo dans la commune de Ratomo où repose le défunt Diallo Telli. Oumenato Sidibé, Tierno Sadoba. C'est ici, dans ce cimetière, que repose le supposé corps du premier secrétaire général de l'OUA dans une fosse commune. Pour l'association des victimes du Camboiro, la meilleure façon de parler de Diallo Telli, c'est de venir nettoyer le cimetière, se battre pour l'entretenir afin qu'il soit digne d'un mausolée. Disons, cela me rappelle un Guinéen qui a œuvré, disons, dans ces pays à l'accession de la Guinée à l'indépendance. Et c'est aussi un Africain, c'est aussi un homme du monde. Donc une telle personne ne doit pas être oublié par les Guinéens. Ce cimetière ressemblait à une brousse à l'époque.
Mais grâce à une fondation américaine, un fonds a été alloué pour sa réhabilitation. Un geste que saluent les parents des victimes et qui souhaitent aussi que cet espace soit réservé aux victimes du régime du feu Ahmed Sékou Touré. C'était réservé ici la zone pour pouvoir se recueillir sur la tombe de nos parents. Mais vous savez comment c'est la Guinée et comment des places, disons, avec une enceinte fermée, le quartier a voulu continuer à enterrer les morts ici. Mais qu'à cela ne tienne, nous venons aujourd'hui avec l'association des jeunes de quartier, avec l'OGDH, avec les fondations et venir ici nous nettoyer. L'association des victimes du Camboiro a saisi cette occasion pour exiger que d'autres lieux du charnier enregistrés lors du premier régime soient identifiés. Elle souhaite aussi mettre des stèles pour se recueillir sur la tombe de leurs parents. L'administration décentralisée de toute la région de Mamou était en discussion samedi autour de la santé communautaire. Cette région avait bénéficié d'un financement de la Banque mondiale en vue d'apporter les soins aux populations à la base. Dans les échanges, les responsables locaux et le département de la santé ont orienté leurs réflexions sur comment pérenniser ce projet. Mamadou Sadio Baldé, Alseni Kamara pour les explications. C'est un projet de santé réalisé dans la région de Mamou et financé par la Banque mondiale pour appuyer la Guinée après la période d'Ebola. La réhabilitation des structures de santé, le développement des ressources humaines ou la récapitalisation en équipements et en produits. Le ministère donne la priorité à la santé communautaire, c'est pourquoi les relais communautaires sont composés d'agents de santé, d'infirmiers, de sages-femmes et de médecins au niveau des centres de santé. Les autorités administratives reconnaissent l'effort fourni par la Banque mondiale à travers la GIZ. À la GIZ, au projet Santé Région Mamou, dont sa présence en Guinée depuis quelques années se manifeste quotidiennement et de manière inlassable aux côtés des services de santé, parfois même dans les villages les plus reculés de notre région, pour l'amélioration de l'état de santé de la population. Le projet prend fin au mois de juin. Le souci du département de la santé, c'est comment la communauté pourra désormais prendre en charge le personnel engagé pour pérenniser leurs services en faveur des populations. Aujourd'hui, l'une de nos préoccupations, c'est que le projet va finir dans un mois. Et quelle est la stratégie, ou bien quelles sont les stratégies que nous allons développer pour que les communautés s'approprient de la gestion des ressources humaines au niveau de leur collectivité. Les agents vont être encadrés par leur département de tutelle, mais pris en charge par les communes. Et leur supervision technique va être assurée par les structures de santé, bien sûr, à travers les DPS, les chefs de centre de santé, mais ils vont avoir un contrat de performance avec les communes et ils vont être payés conséquemment. Ces responsables locaux repartiront restituer à leur base le contenu des échanges avant de penser à la continuité ou non du projet. La coopération allemande à travers Plan Guinée KfW a procédé ce week-end à la remise des clés de 53 écoles dans la ville de Farana. Cette cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs autorités éducatives et locales qui n'ont pas manqué d'inviter les populations bénéficiaires à prendre soin des infrastructures. Alseni Bari, Abaka, Din Kamara étaient nos envoyés spéciaux. École primaire de Tagania, à 26 km de Farana. Cette école vient d'être rénovée et équipée par la coopération allemande à travers Plan Guinée et KfW. Un soulagement pour les populations. L'école a changé la physionomie du village. Maintenant, on a beaucoup d'enfants qui aillent à l'école grâce à l'école de Plan Guinée. On n'a pas de père maintenant pour que les enfants aillent en brousse. Maintenant, tous les enfants sont scolarisés ici. C'est un projet de 18,56 millions d'euros financé par la coopération allemande à travers KfW et Plan Guinée. Il s'agit de la construction de 121 écoles dans les localités de Farana, Dingirai, Dabola et Kissidougou. Un autre aspect important du projet est la construction des logements pour les enseignants, des latrines, mais aussi des forages. Si les jeunes sont alphabétisés, si les jeunes savent calculer, savent écrire, alors là, ils peuvent entendre ou comprendre
disons même tout le monde, et dans ce sens-là, ils peuvent contribuer pour le développement, pour eux-mêmes, pour les familles, mais aussi pour toute la population. Le projet a une durée de 4 ans. Et pour cette seconde phase, 53 écoles, dont 423 salles de classe, ont été équipées et achevées à Farana. Cette initiative s'inscrit dans un des objectifs de Plan Guinée, qui est celui de promouvoir une éducation de qualité et inclusive. Il faut créer un environnement favorable pour que les enfants puissent accéder à l'école. L'axe qualité de l'éducation veut dire qu'on donne les capacités aux enseignants pour que ces enseignants-là soient en mesure de transmettre la connaissance aux enfants. On met à leur disposition tout ce qui est matériel didactique pour permettre à leurs enfants, après l'école, qu'ils soient en mesure de lire et perfectionner ce qu'ils ont appris à l'école. Autorités éducatives et administratives locales saluent l'implantation de ces infrastructures et invitent les populations à les préserver. Premièrement, c'est de bien entretenir ces infrastructures. Deuxièmement, c'est de refuser de considérer que ces infrastructures appartiennent aux partenaires. Ces infrastructures leur appartiennent. Donc la chose qui t'appartient, tu veilles sur cette chose-là. Malgré les efforts fournis par Plan Guinée et ses partenaires, le manque d'enseignants et de structures sanitaires persiste dans ces zones. L'Association des jeunes pour le développement de Palaga, district situé dans la préfecture de Pita, a organisé une conférence islamique dimanche dernier dans l'enceinte de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, placée sous le thème « Les bienfaits du mois de Ramadan, les conditions du mariage et aussi de la polygamie ». L'objectif de cette cérémonie était de sensibiliser les fidèles musulmans à observer plus de retenue en ce mois saint. Le compte rendu avec Alpha Omar Baldé, Abdoulaye Kamara. Depuis sa création en mars 2000, l'association multiplie des activités de sensibilisation, surtout dans le cadre religieux. Fidèle à cet engagement, elle en est à sa 18e conférence islamique. C'est l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry qui a servi de cadre à cette activité. C'est des moments opportuns qu'il faut saisir. Nous sommes dans un mois béni et actuellement, comme vous le constatez, tout le monde est devenu des fervents musulmans, donc il faut profiter de la situation pour vraiment débattre sur des thèmes qui sont d'actualité. Donc nous espérons que ces deux thèmes vraiment vont porter fruit. Et parce que nous remarquons à chaque fois que nous faisons un thème, nous remarquons qu'il y a le changement au niveau des populations. Cette année, le thème choisi est les bienfaits du mois de Ramadan, les conditions du mariage et aussi de la polygamie. Animés par d'éminents prédicateurs islamiques, les participants ont eu droit à des débats de qualité. Nous avons Dr Mamadou, il n'est pas sans savoir que c'est l'un des plus grands oulémas de ce pays. Donc il y a vraiment un auditoire beaucoup plus écouté au sein de notre pays et un peu partout dans le monde. Nous avons aussi un recteur d'université qui est là, Dr Ba, qui a fait le premier thème. Impressionnés par le nombre de participants à l'événement, les organisateurs ne cachent pas leur joie. C'est un sentiment vraiment de joie pour c'est-à-dire la mobilisation de toutes les personnes que vous voyez ici. Vous avez vu la salle vraiment remplie presque, donc c'est un sentiment de joie parce que quand on fait appel à la population, si cette population se déplace, elle vous répond, ce n'est que vraiment un sentiment de joie. C'est avec cette note de satisfaction et avec l'espoir que les recommandations données ont été bien assimilées que la cérémonie a pris fin. L'actualité à présent dans le reste du monde. Le jeune Malien sans papier devenu un héros après avoir sauvé un enfant suspendu dans le vide, reçu par Emmanuel Macron. Juste après cette rencontre, le président annonce que Mamadou Gassama va être naturalisé français et intégrer les sapeurs-pompiers. C'est un extrait de cet entretien que je vous propose. Oui. Donc on a décidé pour aller au grec pour aller manger. Donc on a allé commander, on a déjà commandé notre manger. On a eu beau, tout le monde ils ont de crier et la voiture ils ont de klaxonner. Il était quelle heure? Il était vers 20h. 20h comme ça. Et donc j'ai vu, moi je suis sorti, j'ai vu un enfant, j'étais sur 5 et 4 étages. Donc directement, je n'ai pas pensé rien de moi, rien. Je me suis couru de traverser la route pour aller le sauver. Et Dieu merci, j'ai le sauvé.
Donc, sans réfléchir, comme ça vous êtes... Je n'ai rien réfléchi de moi, voilà. Je me suis monté directement et Dieu merci, Dieu m'a aidé aussi. Quand j'ai commencé de monter, ça me fait le courage de monter de plus encore. Voilà. Voilà. Donc ça s'est passé en quelques instants. Oh, après ça, je me suis peur quand je suis sauvé les enfants, les policiers sont venus, ils ont nous amenés au appartement. Comme ça là, je suis tremblé. Voilà, j'arrive même pas à arrêter. Ce que vous avez réalisé. Voilà. Sinon, Dieu merci, voilà. Et il était comment le petit quand vous l'avez... Bon, il est en train de pleurer. Voilà, il est blessé encore là, son pied, voilà, il est blessé. Et vous l'avez revu? Oui. Bravo. Merci. Et après, qu'est-ce que vous avez fait? Le président brésilien Michel Temer annonce avoir cédé aux revendications des routiers en grève qui paralysent le pays depuis une semaine en décidant notamment d'une baisse significative du prix du diesel qui sera gelé pendant 60 jours. A primeira reivindicação dos caminhoneiros, o preço do diesel terá uma redução de 46 centavos por litro, para que cada caminhoneiro tenha exatamente esse resultado na hora de encher o tanque. Eu quero manifestar a minha plena confiança, a confiança do governo, num espírito natural de responsabilidade, de solidariedade e de patriotismo de cada daqueles caminhoneiros que servem ao nosso país. C'est le plus grand bâtiment de bois en Europe, le deuxième plus grand du monde, abandonné sur une île au large d'Istanbul. L'ancien orphelinat grec va peut-être avoir une seconde chance depuis que la Fondation Europa Nostra l'a placé sur la liste des 7 sites les plus en danger d'Europe. Il faut faire 1 heure de bateau depuis Istanbul pour atteindre la plus grande des îles aux Princes. Au sommet, une immense bâtisse qui tombe en ruine. 20 000 mètres carrés de bois, aujourd'hui abandonnés au vent et à la pluie. Erol est le gardien de cet ancien orphelinat, fermé en 1964. Selon lui, les murs n'en ont plus pour longtemps et pour le préserver, il a fallu le fermer complètement. Bien sûr, mon travail de gardien est devenu beaucoup plus difficile parce que chaque jour, beaucoup de gens viennent. Tout le monde est curieux. C'est un grand bâtiment. Des gens viennent du monde entier après avoir appris son existence. Construit en 1898 par un architecte français, l'immeuble qui surplombe la mer de Marmara devait devenir un hôtel de luxe. Finalement, le patriarcat grec-orthodoxe en a fait un orphelinat par lequel plus de 5000 enfants sont passés. Aujourd'hui, il est classé parmi les 7 sites les plus en danger d'Europe par la Fondation Europa Nostra, qui espère ainsi pouvoir le sauver. Selon nous, c'est la plus grande construction en bois d'Europe. Ses caractéristiques historiques, les détails, le distinguent des autres constructions. Pour toutes ces raisons, il occupe une place importante dans l'histoire de ce lieu, mais aussi pour la minorité grecque. Cet été, une délégation d'experts viendra déterminer ce qu'il est possible de faire du bâtiment et surtout quel serait le coût des rénovations. L'idée serait de le réhabiliter sans devoir le déconstruire. L'ossature principale est solide. Le gros problème vient du toit. Mais l'avantage, c'est que l'immeuble est tellement haut qu'il sèche. Lorsqu'il prend l'eau, il sèche avec le vent, donc il n'y a aucun processus de pourrissement. Mais bon, d'après ce que j'ai vu, la façade nord a subi de gros dégâts. À chaque saison, le bâtiment se détériore un peu plus, il y a donc urgence. L'objectif, que les premiers travaux commencent avant l'hiver. On finit par cette brève. Après une parade dans les rues de Madrid, les joueurs du Real de Madrid fêtent leur victoire en Ligue des Champions au stade Santiago Bernabéu avec des feux d'artifice.
Voilà donc, mesdames et messieurs, ainsi donc s'achève cette édition d'information. Cadrage pour vous, Correa Boukourma était présent, la régionale SIDB. Le tout sous la supervision technique d'Ali Kabé de Francis Collier. Ne l'oubliez pas, l'info c'est aussi sur espace-tv-guinée.info. Passez une agréable soirée sur Espace TV, la télé d'une autre planète.